Parce qu'on dit les algorithmes, et en fait à l'intérieur il y a énormément de familles de calcul qui font des choses différentes. Et moi, la chose que j'essaye de faire de façon un peu pédagogique, c'est d'essayer de dire que les algorithmes, ils calculent des choses différentes. Ils peuvent calculer des choses très populaires, ils peuvent calculer des choses qui ont beaucoup d'autorité, c'est-à-dire qui ont été reconnues par des experts, et ils peuvent aussi calculer de la réputation, notamment dans le web social, les métriques, les compteurs d'amis, les nombres de retweets, tout ça, il y a cette idée tout le temps d'une sorte de viralité, hein, qui nous suit. Là, la mesure, elle ne mesure pas grand-chose de réel. En fait, ce qu'elle mesure, c'est tout simplement, j'avais une réputation qui valait 10, puis maintenant j'ai une réputation qui vaut 12. Donc ce qui intéresse les personnes, c'est pas 10 ou 12, c'est le passage de 10 à 12. Donc c'est cette sorte de comparaison mutuelle, cette sorte de manière finalement d'être en compétition réputationnelle avec les autres, qui fait que le calcul entre dans nos vies, il entre dans nos consciences, parce qu'on cherche à produire des signaux numériques qui vont ensuite nous donner une meilleure réputation à l'intérieur des compteurs qui mesurent notre influence sur le web. Alors là, dans ce sens-là, on voit bien qu'il y a un effet du calcul sur nos propres vies, c'est-à-dire qu'on n'a plus une statistique qui nous mesure de l'extérieur de la société, mais finalement, la statistique, elle fait partie de notre quotidien, de notre conscience, on vérifie notre nombre de pas, on compte les calories, on regarde si on a été retweeté, on se mesure soi-même constamment dans une sorte de comparaison qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà, hein, c'est le sens de l'idée que ça ne mesure pas grand-chose de réel. Ça fait ce que les gens de l'entreprise, on a vu ça arriver dans les années 80, appellent du benchmark. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système de comparaison généralisé qui s'installe. Ce qui est intéressant dans les petites micro-data, c'est l'idée qu'on va revenir vers l'utilisateur et que c'est lui qui va traiter ses propres données, qui va essayer de se comprendre lui-même plutôt que de confier des données à des grands opérateurs dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font des données et qui ont des objectifs qui sont parfois pas ceux de l'utilisateur. Donc il y a une sorte d'idée à travers les courants de data personnelle, hein, ou de mesure de soi-même, l'idée que finalement c'est chaque individu qui est lui-même à la fois producteur et observateur de ses propres données, ce qui entre en résonance assez profonde avec la transformation sociologique d'une sorte de réflexivité de l'individu sur lui-même. Finalement, il cherche constamment à trouver dans l'environnement des signaux qu'il peut s'approprier pour transformer ses propres pratiques. Il y a cette idée d'une transformation de soi continue avec les nouvelles données. Ce qu'il faut quand même dire aussi, c'est que les usages de ces data personnelles ne sont pas très nombreux. Pour l'instant, c'est principalement dans le monde de la performance sportive, hein, qu'on les rencontre, un petit peu de la santé. Et surtout qu'avec peu de data sur soi-même, on ne produit pas d'interprétation très très solide et très forte. Hein. Et souvent, le constat que font les usagers, c'est qu'ils ont des comportements très monotones et très réguliers et que finalement, leurs données les obligent à constater qu'ils ont des comportements de déplacement monotones et réguliers. La popularité, c'était, et c'est toujours très important, notamment pour le marché publicitaire, c'est la manière en fait de classer les informations à partir du nombre d'internautes ou de citoyens formant public national qui les ont cliqués ou qui ont porté intérêt. Et donc c'est la représentation classique des médias de masse qui ressemble d'ailleurs beaucoup au système de l'élection, c'est-à-dire que chacun a le même poids, chaque spectateur, chaque internaute a le même poids, et puis si un site web a été vu par 100 000 personnes, il est moins bien classé que celui qui a été vu par 3 millions de personnes. Donc la popularité, c'est d'une certaine manière la manière dont le centre parle à la société constituée comme une sorte de public égalitaire. Alors le web a inventé une autre manière de hiérarchiser l'information qui a eu son importance absolument décisive et c'est une conception qui doit beaucoup à l'héritage des pionniers du web, qui est de dire non, l'information la plus populaire n'est pas la meilleure information. La meilleure information, c'est celle qui a été citée par d'autres personnes qui ont elles-mêmes été beaucoup citées. C'est le principe même du classement qu'effectuent les moteurs de recherche, et notamment qui a été mis en place par Larry Page et Sergey Brin à Google, qui est de dire la meilleure information est celle qui a reçu le plus de signes de reconnaissance et donc d'autorité à travers des gens qui ont eux-mêmes de l'autorité à travers le web. Et le système du moteur de recherche fonctionne, alors maintenant il s'est raffiné et complexifié, il a plein d'autres logiques à l'intérieur de son fonctionnement, mais il désigne quand même l'idée que la qualité de l'information, c'est le fait qu'elle a été reconnue par beaucoup d'autres personnes et que c'est l'autorité qui est en jeu.
D'une certaine manière, pendant très longtemps, maintenant ça a changé, mais Google disait, pour tel mot-clé, la représentation de l'information dans tel territoire, hein, c'est globalement ça. Il y a des personnalisations, des modifications de personnalisation. Le web social, il dit non, c'est trop écrasant, ce centre. Hein. On va l'éclater en une myriade de fenêtres de visibilité que chaque utilisateur va s'ouvrir à partir de son réseau affinitaire. Et donc il y a cette idée que finalement chacun a sa propre chaîne de télévision ou son propre agenda médiatique qui est constitué à travers les publications des amis qu'il a lui-même choisis. Donc on renvoie la responsabilité de la visibilité des informations aux individus qui le filtrent, qui le fabriquent à partir du réseau affinitaire qu'ils ont constitué sur Twitter, sur Pinterest, sur Facebook, etc., etc. Donc on a une nouvelle conception de l'ordre de l'information et dans lequel, du coup, parce que quand on choisit ses amis, on choisit des gens qui nous ressemblent, on choisit des gens qui ont des idées politiques assez proches, qui ont des goûts assez proches. En fait, on reproduit l'ordre social qui est assez... Dans la vie sociale, on a des comportements très réguliers et très conformistes et très habituels. Et du coup, ce que Facebook fait, c'est qu'il renvoie à la société le soin de désigner ou d'organiser elle-même les informations qui vont l'intéresser, et du coup de produire sans doute des bulles informationnelles dans lesquelles chacun se retrouve et est peut-être enfermé à l'intérieur des choix de ses amis conformistes. Je pense qu'il faut être assez vigilant et attentif et relativement critique aussi à l'égard de tout un discours sur la subtilité et la personnalisation des algorithmes. Donc on nous a beaucoup expliqué depuis très longtemps en fait dans le marché publicitaire que la meilleure publicité c'était celle qui était une information pour l'utilisateur parce qu'elle connaissait tellement bien l'utilisateur qu'elle n'apparaissait pas comme publicité mais comme une information. Bon, en gros ça marche pas très bien, en gros les calculateurs n'ont pas assez d'informations pour faire le bon calcul ou bien surtout c'est pas exactement ce qui intéresse les individus. Et le marché publicitaire d'une certaine manière depuis quelques années, voyant la personnalisation très fine fonctionner pas très bien, se sont repliés sur une technique qui, là, franchement, est ancestrale et incroyablement frustre, on peut dire, qui est de dire si vous avez été sur le site de telle entreprise, je garde l'information et puis je vais vous proposer telle entreprise une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur n'importe quel site que vous consultiez. Donc on appelle ça le retargeting, on vient re-cibler la personne, on la recible, on la recible, on la recible. Et c'est relativement efficace, relativement efficace dans le vocabulaire des publicitaires. En fait, il y a un taux de clic très faible, mais il est un peu plus faible que rien du tout, que pas de retargeting. Je trouve que c'est très loin de l'idée qu'on se fait d'une personnalisation subtile que pourraient faire les algorithmes. Ça montre que d'une certaine manière, parfois c'est la force brute, c'est des techniques un peu brutales comme ça, qui sont mises en place par les publicitaires. Et le risque, même s'il y a des subtilités dans le retargeting, le risque aussi c'est que ça produise aussi chez les internautes, ce qui est évident aujourd'hui, une sorte de rejet de plus en plus fort, notamment à travers des outils, on le dit très peu, mais les outils de blocage de publicité sont en train de se généraliser à une vitesse considérable. Et en partie parce que cette publicité un peu pourrie est en train d'encombrer et de détruire l'expérience de l'utilisateur. Tout calcul, tout algorithme est trucable. Et c'est même la première chose qui va lui arriver, c'est que de toute façon, si les plateformes décident de produire des règles qui vont classer l'information pour l'internaute va essayer d'être mieux classé, de détourner l'algorithme, de le tromper, etc. Et donc c'est un jeu très sain entre les concepteurs et puis les internautes, dans lequel on essaye de le comprendre, on essaye de le truquer, on essaye de le transformer, on essaye de jouer avec lui pour profiter de ses possibilités, mais pas exactement dans le sens que les concepteurs lui avaient donné. Et ça crée parfois des univers économiques propres. Le marché du référencement autour de Google, un immense marché du web. Qu'est-ce que c'est que le marché du référencement? C'est d'être bien vu du moteur de recherche, mais c'est aussi de trouver tous les systèmes pour que des gens qui n'ont pas beaucoup d'autorité fassent croire aux robots et à l'algorithme qu'ils ont beaucoup d'autorité. Donc c'est un jeu de dupes qui est organisé et qui permet de jouer avec le calculateur. Ça peut aussi être les faux comptes, les faux amis, les
faut Twitter, etc. sont toutes des manières de jouer avec l'algorithme. Et puis il y a aussi un jeu avec l'algorithme qui est l'individu. C'est-à-dire que moi, ce à quoi je crois, c'est qu'il faut une éducation. Il faut les comprendre. Il ne faut pas se sentir intimidé par ces nouveaux calculateurs, mais que quand on les comprend bien, ben, on en profite mieux. Hein. Et il y a souvent ça, on le voit par exemple dans les algorithmes musicaux, ceux qui connaissent bien les algorithmes musicaux savent les utiliser, les exploiter pour découvrir réellement des choses qu'ils ne connaissaient pas à travers les systèmes qui leur sont proposés.